un divorce avec rupture et fâcherie, ou alors un divorce entre voisins qui resterait amis comme ça en rancune. Ça serait mieux. Non, mais même s'il y a un divorce mal préparé, chaotique, de toute façon, il faudra garder, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité et en matière de défense, des relations avec la Grande-Bretagne. Quelles que soient les conditions du Brexit. Tout le monde souhaite que ça se passe le moins mal possible. Mais de toute façon, il faut avoir une relation après. Les opinions occidentales sur ce qui est en train de se passer au Proche-Orient découvrent que l'Amérique et la coalition ont perdu la guerre. Et que le vainqueur, vous en avez donné le nom il y a longtemps, et ici même avec moi, le vainqueur de la guerre, c'est Bachar el-Assad. Oui. Et Poutine. Oui, mais déjà, Bachar el-Assad. Non, c'est triste. Mais rappelez-vous que dès le début de la guerre civile, en 2011, tous les chrétiens libanais ou syriens disaient le régime de Bachar el-Assad est très cruel et atroce, mais le suivant sera pire. Déjà, ils pensaient que ce serait en fait des islamistes après. Il faut savoir ce qu'on veut. Cette affaire qui est terrible, qui est cruelle à commenter, qui est épouvantable pour les Kurdes, révèle nos contradictions schizophréniques et les limites de notre action. Et ça, on ne veut pas le voir, on ne veut pas admettre en Occident qu'on n'a plus le monopole du pouvoir, de la puissance, de l'intervention, etc. Est-ce que c'est l'échec des conceptions idéalistes, utopistes, droits de l'homiste? C'est surtout le mélange. Parce qu'à la limite, on pourrait être, si on n'était que droits de l'homiste, il y aurait une cohérence, ça marchait ou pas, je ne sais pas, mais on ne peut pas à la fois, nous les Occidentaux, dans la situation réelle du monde de 2019, à la fois vouloir imposer la démocratie en Syrie, imposer l'autonomie pour les Kurdes et lutter contre l'islamisme. Ça ne marche pas. Vous voyez bien, ça ne marche pas. Il faut trier, il faut hiérarchiser. Moi, je pense que là, encore une fois, tout ça est pénible à dire, mais il faut avoir le courage de le dire. Je pense que la priorité absolue, c'est de bloquer l'islamisme. Le radicalisme islamiste, et vous constatez, vous, avec votre expérience, qu'il n'a cessé d'augmenter régulièrement. Non, c'est pas moi, c'est évident. Vous voyez, par exemple, même en France, le pourcentage de musulmans en France qui considèrent que la charia passe avant la République, il n'a cessé de monter depuis 15 ans. Notamment chez les jeunes, par rapport à ça. Bon. Donc il faut avoir en tête sur ces débats, pas que des discussions franco-françaises où les gens se positionnent par rapport les uns aux autres, par rapport aux extrêmes politiques. C'est une bataille dans un verre d'eau, ça. Il faut avoir une vision globale de cette question. Et au Proche-Orient, je me borne à dire qu'on ne pouvait pas poursuivre 3 objectifs en même temps. Et donc les États-Unis n'ont pas réussi, la France n'a pas réussi, donc de facto c'est Bachar qui a gagné, et Poutine se retrouve au centre du jeu, mais c'était prévisible depuis le début. Dans ce débat. Est-ce que vous dites que le président de la République multiplie les gesticulations, qu'au contraire, avec ses coups de téléphone, etc. J'emploie jamais ce terme. Non, mais la France reste un pays beaucoup plus important et influent que le croient les Français pessimistes ou masochistes. Vous connaissez la repentance extraordinaire qui a envahi le discours public. Et en même temps, l'ensemble des Occidentaux, y compris la France, n'ont plus le monopole de la puissance. Dans un monde où il y a les émergents. Donc on fait semblant, mais non, il faut le faire. On ne fait pas semblant. On a une influence qui est moins grande que ce que l'on raconte quand on fait des discours grandiloquents, mais qui reste très importante.